Bonjour à tous, je vous propose d'explorer la carte mentale du premier chapitre du cours de biologie. Qu'est-ce que la biologie? Alors vous pouvez télécharger cette carte sur mon site indiqué ici. Vous pouvez la télécharger au format PDF ou bien au format MM et vous pouvez du coup réorganiser la carte comme vous en avez envie avec le logiciel Freeplane. Alors, je vous présente donc cette carte. Donc, voici la carte. Je vous ai remis le titre ici, donc biologie. Et on retrouve les différentes têtes de paragraphes, l'étymologie, l'interrogation « Qu'est-ce que la vie ?» Le troisième point sur la cellule, l'unité fondamentale du vivant. Le quatrième point sur les niveaux d'organisation du vivant. Cinquième point sur les méthodes en sciences, sixième point sur les échelles de temps et le septième point ici sur la biodiversité. Alors je vous propose de commencer avec le premier point, l'étymologie. Donc je vous avais donné cette étymologie en parlant des deux mots qui constituent le terme biologie. Bio qui veut dire vie, logie qui veut dire le discours et par extension la science. Il s'agit donc de la science qui s'intéresse à la vie, qui étudie la vie. Alors, la biologie, c'est la science de la vie. Dans le deuxième point, nous avons vu que la vie se caractérise par une organisation particulière de la matière, mais que cette matière est la même que celle qui constitue l'inerte. Ce sont les mêmes atomes qui constituent la matière dite organique qu'on trouve dans les êtres vivants. La vie se caractérise également par des processus particuliers qui sont le métabolisme et la reproduction. Alors concernant le métabolisme, je vous ai défini le métabolisme comme correspondant à l'ensemble des réactions chimiques. On a vu qu'elles sont de deux types avec les réactions du catabolisme qui correspondent aux réactions de déconstruction et les réactions de l'anabolisme qui correspondent aux réactions de construction. Et ce que nous avons dit, c'est que ces réactions chimiques, elles vont permettre la croissance des organismes, l'entretien des organismes, et finalement, elles s'inscrivent dans le maintien de la vie des organismes. Alors, concernant ce métabolisme, pour ce faire, il nécessite des échanges permanents avec l'environnement. Donc, ces échanges vont concerner à la fois la matière, les organismes peuvent puiser de la matière dans l'environnement, en même temps qu'ils peuvent aussi en rejeter, et ils vont aussi puiser de l'énergie. Par rapport à ces éléments, nous avions pu définir deux types d'organismes, les autotrophes et les hétérotrophes. Les autotrophes, ce sont des organismes qui vont pouvoir construire leur matière organique à partir de matière inorganique puisée dans le milieu. Les organismes hétérotrophes, eux, ce sont des organismes qui vont construire leur matière organique en puisant de la matière organique dans le milieu. Ils ne peuvent pas construire leur matière organique à partir de matière inorganique et ils vont donc s'appuyer sur d'autres êtres vivants pour se construire et entretenir et maintenir leur structure eux-mêmes. Alors, remarque ensuite sur l'homéostasie. Nous avions défini l'homéostasie comme étant un équilibre dynamique. Je vous avais donné l'image du funambule. Je ne l'ai pas mise dans cette carte mentale, mais c'est quelque chose qui peut être rajouté éventuellement. Et donc, l'homéostasie, nous avions dit qu'elle correspond finalement à l'existence d'une certaine stabilité pour les constantes biologiques. Et cela malgré l'ensemble des réactions du métabolisme et malgré les échanges avec l'environnement et les variations de l'environnement. Donc, pour que cette position stable soit maintenue, l'organisme va devoir réaliser des régulations, on peut parler d'autorégulation, qui sont réalisées en permanence, donc des autorégulations perpétuelles. Alors, concernant le deuxième processus qui caractérise les êtres vivants, c'est la reproduction. Et on avait précisé qu'il s'agit d'une reproduction avec des variations, ce qui va permettre finalement aux organismes d'évoluer dans le temps. Alors ensuite, nous avions entamé le troisième point, la cellule, donc, qui est l'unité fondamentale du vivant. Et je vous ai dit que le point de départ, on le situe au 19e siècle avec les études réalisées au microscope. J'ai cité deux noms, Hooke qui a observé donc du liège au microscope, il a observé des petites cases qu'il a nommées cellules. Van Leeuwenhoek a perfectionné le microscope, il a fait énormément d'observations et finalement on peut dire que
ces préliminaires du XVIIe siècle ont donné lieu finalement au XIXe siècle à une théorie qui s'appelle la théorie cellulaire, selon laquelle tous les êtres vivants sont composés de cellules. Cette théorie, je vous ai dit, on la doit à Schleiden et à Schwann, et on la date de 1839, qui est un article écrit plus spécifiquement par Schwann. Alors cette théorie cellulaire s'est ensuite enrichie avec un autre élément important qui est l'absence de génération spontanée. Ce qui veut dire que finalement, non seulement tous les êtres vivants sont composés de cellules, mais en plus toute cellule provient d'une cellule préexistante. Je vous avais dit, c'est Virchow qui fait cette proposition et sa phrase célèbre est « Emnis cellula et cellula ». Et puis Pasteur, dans les années 1860, va continuer à mettre un terme à cette génération spontanée à travers donc les expériences ingénieuses qu'il réalise. On peut donc dire que la cellule, c'est à la fois l'unité structurale, fonctionnelle et reproductrice du vivant. Alors ensuite, on a parlé des différents niveaux d'organisation du vivant. Donc, on a évoqué l'existence de tous ces niveaux. Bien sûr, on peut partir du niveau de la cellule. Il y a un niveau qui se trouve en dessous du niveau de la cellule, c'est le niveau des molécules. Au-dessus de la cellule, on trouve les tissus, assemblage de cellules, les organes, qui peuvent être des assemblages de tissus, les appareils ou systèmes, qui correspondent à des assemblages d'organes, l'organisme, qui correspond à tout un ensemble d'appareils ou systèmes. Les populations correspondent donc à plusieurs organismes et les écosystèmes correspondent aux organismes ainsi qu'à leur environnement. Nous avions également dit qu'il était nécessaire d'inscrire les êtres vivants dans la temporalité. À côté de ça, je vous ai présenté donc les différentes disciplines, une partie en fait seulement des différentes sous-disciplines de la biologie, qui vont se centrer sur un niveau plus qu'un autre. Pour le niveau des molécules, on a cité la biochimie, la biologie moléculaire et l'enzymologie. Pour la cellule, la biologie cellulaire, l'histologie pour les tissus, l'anatomie et la physiologie pour ces trois niveaux, les organes, les appareils ou systèmes et l'organisme, l'écologie ou encore la biologie des populations pour les populations et les écosystèmes, et puis pour tout ce qui s'inscrit dans la temporalité, l'embryologie, le vieillissement, la paléontologie ou encore l'évolution. Alors, concernant donc ces niveaux d'organisation du vivant, je vous ai dit que quand finalement on s'intéresse à un phénomène, eh bien, il est toujours intéressant de l'expliquer à différents niveaux. Et je vous avais donné donc l'exemple de la grenouille. Là encore, je ne l'ai pas mise en image, mais on pourrait très bien le faire ici. Et je vous ai dit en tête que c'est intéressant de garder donc deux points de vue, donc garder deux points de vue en tête. D'une part, on va dire une philosophie réductionniste et d'autre part une philosophie de l'émergence. Alors pour le réductionnisme, on est sur l'idée que le tout correspond à la somme des parties, donc si on s'intéresse aux parties, on est à même de comprendre le tout. Et par contre, pour l'émergence, on part du principe que le tout est plus que la somme des parties. Et donc, bien évidemment, dans ce cas, pour connaître le tout, il ne suffit pas de simplement s'intéresser aux parties, parce que justement, connaître les parties ne permet pas de prévoir le tout. Ensuite, nous avions poursuivi avec le 5e point, les méthodes en sciences. Je vous ai cité deux démarches qui sont utilisées, la démarche exploratoire ou empirico-inductive, qui part d'observations spécifiques et à partir de ces observations spécifiques, des théories générales, ou une théorie générale peut être proposée. Et puis deuxième démarche, la démarche confirmatoire ou hypothético-déductive, qui part d'une théorie générale et qui, dans un cadre spécifique, va aboutir à des conclusions spécifiques. Alors, on avait fait un focus sur cette démarche hypothético-déductive et je vous ai dit qu'au cœur de cette démarche, on trouve cette phase où on va réaliser des prédictions, des prévisions. Et je vous ai dit que pour les faire, on utilise trois opérateurs, si et alors. Et donc, on peut résumer ça de la façon suivante. On peut se dire que si hypothèse, c'est-à-dire si telle hypothèse est exacte, et expérience, et que je fais telle expérience, alors, les résultats attendus, alors je m'attends à obtenir tel résultat.
Ensuite, on réalise l'expérience et on observe du coup ce qui se passe. Hein. Donc ce sont dans ce cas-là les résultats observés, est-ce qu'ils sont semblables ou non aux résultats attendus. Ça nous permet finalement de confirmer ou d'infirmer, c'est-à-dire de retenir ou de rejeter l'hypothèse. Alors je vous ai dit en termes de remarques qu'il est toujours bon d'avoir plusieurs hypothèses pour éviter de s'inscrire dans une quête de preuves pour une seule hypothèse donnée. Je vous ai dit que lorsqu'une hypothèse n'est pas rejetée, cette hypothèse ne sera jamais prise comme vraie. Et je vous ai dit que pour qu'une hypothèse soit acceptée, bien sûr si elle est acceptée, elle ne l'est que de façon temporaire et elle ne le sera que si elle passe justement cette épreuve de la réfutation. Alors, j'avais ajouté ensuite quelques remarques concernant les échelles de temps qu'on peut résumer ainsi. Ces échelles peuvent être petites, c'est le cas pour le biochimiste qui va travailler à l'échelle de la fraction de seconde, et elles peuvent être au contraire très grandes, c'est le cas par exemple du paléontologue qui va utiliser une échelle qui correspond à des millions d'années. Ensuite, dans le 7e point, nous nous sommes intéressés donc à la diversité biologique, donc la biodiversité. Et donc, je vous ai dit que cette biodiversité, elle est importante, hein, puisqu'il y a 2 millions d'espèces qui ont été décrites, mais elle est probablement encore plus importante parce qu'il existe énormément d'espèces inconnues que l'on peut estimer entre 8 et 80 millions, et je vous ai même dit au-delà de 80 millions. Le fait est qu'on ne sait pas combien il y a d'espèces sur Terre, mais il y en a beaucoup, et beaucoup qui ne sont pas connues. Alors, j'avais abordé ensuite la notion d'espèce. Je vous ai dit qu'on peut utiliser cette notion d'espèce comme correspondant à l'unité de base en systématique, donc c'est le taxon de base. Je vous ai dit également qu'il s'agit d'un concept aux facettes multiples et pour le définir, je vous ai dit qu'on allait se centrer sur la notion d'espèce biologique et donc sur la proposition de définition de Ernst Mayr en 1942 qui est le critère d'interfécondité. Pour résumer, hein, on a donc évoqué le fait que donc des organismes qui appartiennent à une espèce donnée vont pouvoir échanger donc, du matériel génétique et que ces organismes sont isolés d'un point de vue reproductif des autres espèces. Alors ensuite, toujours concernant cette biodiversité, je vous ai dit qu'il existe une nomenclature qui s'appelle la nomenclature binominale qui a été proposée par Linné en 1758. Pour l'instant, on l'utilise toujours et cette nomenclature s'appelle donc binominale puisqu'on va attribuer à chaque espèce 2 noms. Un premier nom qui commencera par une majuscule qui est le nom de genre et le deuxième qui est le nom d'espèce. Les 2 noms étant toujours écrits en italique. Alors concernant la classification actuelle, hein, j'étais partie sur le fait qu'il y a eu énormément de classifications à travers le temps. Je vous ai dit que les premières étaient plutôt pragmatiques et maintenant la classification qu'on essaye de construire tente de refléter les relations de parenté entre les êtres vivants. Donc je vous ai dit que finalement la classification obtenue elle correspond à une phylogénie. Elle s'appuie sur le partage d'innovations évolutives et les groupes qui sont identifiés, donc les taxons identifiés, ce sont des taxons dits monophylétiques. Tous ces points, je vous ai dit qu'on les développera davantage dans un cours ultérieur. Alors, je vous avais donné un exemple pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un arbre. Donc, je vous avais proposé d'aller sur le site tollweb.org et je vous avais proposé donc de retrouver Homo sapiens, hein, donc ce que nous avons fait en circulant dans cet arbre, en circulant finalement de taxon en taxon. Alors, concernant justement cet arbre qu'on a pu apercevoir, on a vu qu'à partir de la racine, il y a 3 branches. Les 3 branches sont les suivantes. On a la branche des bactéries, la branche des archées et la branche des eucaryotes. Je l'ai présenté de cette façon, tel que c'est présenté sur le site Tollweb, mais je vous ai dit qu'il y a a priori des liens de parenté assez étroits entre les archées et les eucaryotes, mais on peut encore réorganiser autrement finalement cette phylogénie. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas de consensus complet concernant donc cet arbre. Ensuite, j'ai abordé donc la question des origines de la vie. Et donc, je vous ai dit, alors là, je reprends les choses un petit peu de façon chronologique. On peut dire que dans un premier temps, la Terre est apparue. Pendant un certain temps, il n'y avait pas de vie. On était donc dans un monde qu'on peut qualifier de précellulaire. Puis, la première cellule est apparue. On est donc entré dans le monde cellulaire avec cette première cellule.
Il y a eu une diversification, donc il y a eu tout un monde cellulaire présent avant l'apparition de Lucas. Vous vous souvenez, Lucas, ça veut dire le dernier ancêtre commun unique. Et puis, je vous ai dit ensuite, il y a eu un monde cellulaire après Lucas. Et donc, tous les descendants de Lucas, eh bien, correspondent, enfin, disons, Lucas a donné naissance à toutes les lignées que l'on trouve actuellement. Et bien sûr aussi des lignées qui sont éteintes. En tout cas, ce sur quoi j'ai insisté, c'est qu'il ne faut pas confondre Lucas avec la première cellule. Hein, ce n'est pas la première cellule, c'est simplement le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants actuels. Il faut aussi savoir que cela ne fait pas consensus complet dans la communauté scientifique, dans le sens où on a identifié l'existence de ce qu'on appelle le transfert horizontal de gènes, ce qui a remis en question justement ce concept de Lucas. Alors, je vous avais dit concernant donc ces origines de la vie, il y a 2 dates qui sont intéressantes à retenir. L'apparition de la Terre, il y a 4,6 milliards d'années, et l'apparition de la vie, il y a 3,5 milliards d'années. Ensuite, j'avais terminé par une question concernant les virus. Où placer ces virus finalement dans ce panorama de la biodiversité? Eh bien, ce que je vous ai dit, c'est que là aussi, il n'y a pas un consensus qui existe au sein de la communauté scientifique, et je vous ai dit que les virus, l'idéal c'est de les placer dans cette zone un peu nébuleuse entre l'inerte et le vivant. Voilà, donc du coup j'ai terminé de vous présenter cette carte mentale, donc vous pouvez la télécharger et la remodifier comme bon vous semble, l'idée étant ensuite d'avoir la carte mentale en tête. Quand on l'a en tête, on peut dire qu'on a le cours en tête. Je vous remercie de votre attention, et donc n'oubliez pas également la suite, à savoir l'écoute en fait de ce cours en état de relaxation. À bientôt.